Bonjour les Tilous, c'est Packboy. On se retrouve à nouveau pour une grosse série de vidéos, et cette fois-ci encore sur une personne de mon enfance qui a conditionné ma vie future par ses créations. Pour cette vidéo, je vais surtout retranscrire ce livre qui a un très long entretien avec Bruce Timm, qui est la personne sur laquelle nous allons retranscrire son œuvre. Et dans la préface, écrite par Grant Morrison, qui est pour moi sûrement un, si ce n'est le meilleur auteur de comics actuel, il fait l'apologie bien sûr de Bruce Timm à travers ce qu'il a apporté. Il considère, et je lui donne raison, que si actuellement les gens de ma génération et même celle précédente se sont mis à aimer l'imaginaire, qu'il soit manga ou comics, et rendre notre culture contemporaine plus geek, si plusieurs artistes ont réussi à transformer notre monde et à le rendre plus ouvert, Bruce Timm en fait admirablement partie à travers son univers. Et nous allons découvrir ses œuvres, mais aussi pourquoi elles ont révolutionné, encore aujourd'hui, et fait avancer à rendre moins obscure la folie geek. Bruce Timm est né le 8 février 1961 en Oklahoma, le troisième enfant d'une portée de 4. D'un père ingénieur, d'une mère travaillant pour la compagnie du téléphone, et si sa mère appréciait en loisir peindre et dessiner, rien ne présageait dans sa famille une prédisposition au dessin et à la passion pour les comics. Son grand frère avait quelques-uns, mais cela l'intéressait pas plus que ça. C'est au milieu de ce foutoir, et dans un milieu assez pauvre, qu'il ne recevait que quelques comics lorsqu'il était malade. Gamin, il avait d'autres passions comme les Hot Wheels, et enfin qu'à 12-13 ans qu'il commencera légèrement à en acheter plus. C'est à l'adolescence, à 14-15 ans, où il va commencer à lire des comics à foison, devant faire beaucoup de marches pour trouver des librairies spécialisées, car ne trouvant pas dans les hypermarchés les comics dont il était fan, ceux de l'éditeur Warren. Ces séries de comics, d'horreur, étaient pour lui une véritable passion. Il s'amusait même à reproduire les dessins, et il persistera là encore grâce à la folie de Batman, qui va s'emparer des écrans avec la série live des années 60 avec Adam West. Suivra alors d'autres shows comme le Fantôme de l'espace, Les Impossibles, Birdman ou encore les aventures de Johnny Quest. Il recevra même une tonne de comics de la part d'un de ses amis souhaitant s'en débarrasser. Ce qui lui plaisait avant tout, c'était les costumes qu'il s'amusera à étudier et à décalquer. Du Captain America, du Daredevil, du Spider-Man, ou bien encore des dessins de John Buscema, qu'il remarquait bien différents selon qu'ils étaient ancrés par Vince Coletta ou par Sei Buscema. Il commençait à analyser la dimension artistique de tout ça. Il avait une théorie concernant les dessinateurs. Pour lui, tous les enfants commencent à dessiner au bas âge pour leur développement. Ceux qui réussissent dans ce métier et qui sont dessinateurs à l'heure actuelle, c'est ceux qui ont continué après ce développement en étant bien accueillis, en étant encouragés ou en étant tout simplement persévérants. D'ailleurs, ami artiste, vous allez être dingue, car un des génies actuels a commencé, et sans honte, en apprenant en décalquant en masse les pages de comics qu'il lisait. Adorant reproduire des monstres et des comics, en tenant les pages contre la fenêtre et n'ayant pas de tablette lumineuse. N'ayant jamais suivi de cours de dessin, et timide de surcroît, ses dessins portaient l'attention de ses camarades de classe qui l'approchaient pour leur demander des dessins. Il affirmait que s'il aurait su dessiner un cheval, il aurait eu du succès avec les filles. Hélas, cela restera pendant des années sa plus grosse faiblesse. Un peu comme les générations précédentes, sa passion des comics le rendait assez solitaire, car connoté pour les enfants, le rendant peu fier d'en lire en public, quitte à subir des brimades de ses camarades. Malgré les années qui passent, il continuera à être totalement autodidacte,
et ce malgré que ses parents lui auraient offert une école spécialisée, qu'il regrette car admettant ne pas connaître encore la perspective ou bien encore d'autres rudiments. Il arrivera à faire semblant pour tenter de réussir dans le métier, même si les incertitudes sur son avenir se font alors bien plus grandes et finissant par travailler à Kmart. Paresseux et sans ambition, mais surtout détestant son job, il va postuler pour une annonce de dessinateur pour les studios Filmation. Il a dû alors passer un test de layout bien particulier. Le layout de base est l'étape qui suit le storyboard et qui consiste à intégrer tous les niveaux de décor et d'animation à la taille réelle de tournage. Pour Filmation, cela consistait à faire une mise au net du dessin en agrandissant le storyboard et de dégrossir le trait pour le rendre net et assuré pour ensuite que le dessin soit confié au département animation. D'ailleurs, il n'aura pas le job du premier coup, mais seulement lors de deuxième entretien, 1 an plus tard. Et c'est comme ça qu'il rentrera dans l'animation pour progresser et monter les échelons. Peu ambitieux et conscient de ses faiblesses, il savait que son travail n'était pas aussi bon que les professionnels dans les comics books, mais bien au niveau des dessins animés miteux de l'époque. Il commença en 1981 à travailler pour le dessin animé Black Star, une sorte de Conan John Carter de 3ème zone, où le héros pointait son épée de temps en temps et qui ne découpait rien avec, juste sortait des rayons laser. À croire que cette série sortait du Mondo Cinematic Universe. Spéciale dédicace à Joueur du Grenier. Vous adorez les lasers, hein, vous? Il était ravi de vivre pour dessiner et Filmation avait pour credo à ses employés « Ne perdez pas tout votre temps à faire un dessin génial, faites-en un bon et c'est tout ». Comme le dit Bruce Timm, c'est une manière de dire à ses employés qu'ils n'étaient pas assez qualifiés pour faire des bons dessins et que faire simple serait le mot d'ordre. Il dessinait même très peu au final, puisque les plans étaient très souvent réutilisés à la manière des animés japonais et la méthode Tezuka, et il suffisait de coller la bonne image au bon endroit ou de décalquer le storyboard, le tout en indiquant le numéro de la scène et de préciser les mouvements de la caméra. Le boulot était fini le mercredi régulièrement et les 2 derniers jours de la semaine servaient à glander ou dessiner des trucs de son côté. Il fera même sa première rencontre avec un auteur qu'il admirait, Russ Head de chez DC Comics, qui harcèlera de questions, et face à ces réponses franches de l'auteur, qui ne faisait ça que pour l'argent, il trouvait ça quand même marrant et passionnant de lui poser des tas de questions sur son travail. Conscient par contre de son talent, il ne lui demandera jamais de l'aider à réaliser son rêve en lui proposant un travail chez DC Comics. Avant l'ouverture de la diffusion, en syndication, et donc de vendre ses dessins animés à plusieurs chaînes, le travail consistait à créer la saison d'épisodes d'animés à l'été, et d'être licencié à la rentrée, sauf si chance, et donc de bosser pour des travaux promotionnels. Donc Bruce, après cette expérience chez Filmation, retournera travailler chez Kmart. Ce n'est qu'en 1982, soit 1 an plus tard, qu'il retrouvera un travail en tant qu'intervalliste sur le film Brisby et les secrets de Nerve, de Don Bluth. L'intervalliste est celui qui anime les images intermédiaires. Imaginons que vous avez une image A d'un homme assis, et une image B avec un homme levé. L'intervalliste va être celui qui va faire les dessins entre l'image A et l'image B. Hélas, vu le flop du film, retour à la case départ pour Bruce, qui n'arrivera pas à rester dans l'équipe de Don Bluth. Mais Filmation le réembauchera aussitôt, car souhaitant lancer leur nouvelle série en 1983, la série Les Maîtres de l'Univers, aka Musclor chez nous. Là encore typé fantasy, mais cette fois-ci le budget est en hausse, et permet de rendre une série de 65 épisodes et donc de travailler une année entière. Filmation attendant le résultat et le retour sur la série Les Maîtres de l'Univers, Bruce se vit proposer 2 travails. Un toujours pour Filmation, sur la série Talbot Joue d'Albert, ou sur le jeu vidéo Space Ace de Don Bluth. Voyant la possibilité de découvrir de nouveaux médias, il choisira la solution de Don, où il enchaînera d'ailleurs sur Dragon Slayer 2. Ce qu'il adorait sur le fait de travailler avec Don Bluth, c'était de voir une équipe de passionnés, qui ne souhaitaient pas réutiliser des plans pour coûts budgétaires, comme le faisait même Disney à l'époque, mais bien de s'ouvrir à toutes les possibilités qu'offrait l'animation pour expérimenter encore et toujours. Don avait même créé un propre studio d'animation pour espérer devenir le premier studio d'animation des États-Unis. Don faisait même des grandes réunions où il prêchait de grands discours sur l'état de l'animation et sur les possibilités du métier.
Ces réunions étaient une source d'inspiration pour Bruce qui lui donnait envie de travailler dans le métier. Il trouvait en Don son premier mentor qui lui inspirait de l'amour pour son secteur. S'il reconnaît avoir beaucoup appris chez Freemason et qu'il était au moins bien payé, il a pu alors apprendre et mettre en pratique des théories comme la compression et l'étirement ou les droites contre les courbes, respectant alors l'anatomie humaine. C'est bien chez Blount qu'il a compris qu'il devait s'améliorer et de comprendre les poses distordues pour donner plus d'impact aux images, allant à l'encontre d'un corps humain, mais permettant avec ces images extrêmes qu'un dessin d'un milliseconde permet d'améliorer plus d'épaisseur à l'action. Bien entendu, je pense que vous avez déjà vu ces images en action, puisqu'elles pullulent sur Twitter. Elles sont des mises en images pour dire « Tiens, regardez, ces dessins sont très mal faits ». Or, non, ce sont des images qui sont censées représenter qu'un milliseconde sur l'action de 1 ou 2 secondes, mais qui permettent de rendre un plus grand rendu et une meilleure amélioration et une plus grande fluidité à la scène. Artistiquement parlant, Bruce trouvait plus de satisfaction à travailler avec Don et son équipe. Mais la vie continue, et là, Space Ape sera là encore un flop, qui obligera à stopper sa collaboration avec Don, pour se retrouver sur G.I. Joe en 1985 de Marvel et Sunbone Productions. Pour la première fois, il travaillera sur le design des personnages secondaires, des foules et des véhicules, même s'il devra souvent respecter les jouets, voire décalquer les figurines. Sans compter qu'il verra l'animation entièrement envoyée au studio japonais Sunbow. En parallèle, il fera des mini-comics de 8 à 10 pages sur les maîtres de l'univers, ce qui va le permettre de gagner en confiance, et même si de son aveu de trouver ça médiocre, il va commencer à faire les conventions de comics de San Diego, le San Diego Comics Con, pour montrer ses portfolios à des auteurs de comics, pour espérer du travail ou d'excellents conseils pour s'améliorer. Il recevra d'excellents conseils de Archie Goodwin ou de Karl Pott. S'il sera pris de haut par certains, la plupart des conseils qu'il recevra l'aideront à s'émanciper et gagner en confiance. Enchaîner des productions sans intérêt chez Filmation l'ennuyait. Et à l'époque où il travaillait sur She-Ra, il va commencer à rencontrer des auteurs comme Dave Stevens, qu'il va connaître en colorisant un épisode de Crossfire pour Will et Mark Evanier. Il se proposera pour en créer la série Rockcutter. Bruce admirait Dave. Chez les auteurs de comics de sa génération, il faisait office de légende. Et après avoir fini son travail, il analysera pendant des heures Dave sur ses planches à dessin, remarquant son souci du détail, surtout au niveau de l'ancrage. Il apprendra aussi des techniques de colorisation de la part de Dave. Et si on peut noter encore des travaux pour des dessins animés dérivés de jouets comme Spiral Zone de chez Kushner Lock, il va décider là encore d'abandonner cette série plus mercantile pour une série plus ambitieuse qui était Mighty Mouse, The New Adventure de Pak Shi et John Kricfalusi. Si Bristy était le projet qui dépasse en qualité tous les travaux auxquels il a participé jusqu'alors, Mighty Mouse était le plus gratifiant d'un point de vue artistique qu'il a accompli dans le milieu de l'animation. Si le travail consistait à faire le layout, comme Filmation, cette fois-ci avec des méthodes de travail totalement différentes, il fallait faire aussi bon que le travail de départ sur storyboard. Et l'équipe voulait que les dessinateurs s'améliorent à chaque dessin à reproduire. Pas de pause prédessinée, il fallait tout reprendre depuis le début. Il recevait des conseils et des méthodes pour améliorer sa mise au net des storyboards en indiquant comment les améliorer. John était un bourreau de travail, qui rêvait de revenir à l'âge d'or de Bob Clampett de Warner Bros. Et malgré le faible niveau de Bruce, il n'aimait pas prendre de gants pour forcer les gens à s'améliorer et incendier plus d'une fois Bruce de son niveau médiocre, voire à le ridiculiser tant qu'il ne revenait pas avec de meilleurs dessins. Et malgré les coups de déprime qu'infligeait cette méthode sur le mental de Bruce, il persista et continua jusqu'à donner satisfaction à John, qui fera par la suite des compliments sur son travail à force d'amélioration. Si chez Filmation, il avait des horaires de fonctionnaire avec fin du travail à 18h, avec John, c'était une petite équipe de passionnés, au délai court et aux travaux fastidieux, et ce jusqu'à 1 à 2 heures du matin. Malgré tout, sur le long terme, il ne se voyait pas continuer à bosser sur les insultes et railleries. Mais le milieu du dessin est un cercle assez fermé, et cela lui permettra encore de continuer à connaître des gens pour la suite,
comme Ted Blackman, lui aussi peu intégré au final, et qui s'avérera utile pour les décors de sa future série Batman. Il enchaînera alors en 1988, juste après, sur Benny and Cecil, où pour la première fois, il réalisera 5 épisodes comme The Courtship of Cecilia ou The Frame Flip. Mais c'est là que va commencer la véritable descente aux enfers pour Bruce. Même s'il indique avoir juste dirigé les animateurs sur la maisonnette, laissant le reste de la réalisation à John, il ne considère pas vraiment avoir tenu cette fonction, malgré les crédits des épisodes concernés. On peut d'ailleurs noter qu'à cause de désaccords entre les différentes chaînes sur la série et les ayants droit de Benny and Cecil, Bruce, au milieu de cette affaire, a tenté de discuter avec Richard Renis, qui devant son talent, lui aura même proposé du travail pour Cops et SOS Fantôme, en tant que designer de personnages. Le côté désagréable du travail de Benny and Cecil, qui était pourtant sa première expérience dans la réalisation, étaient les désaccords entre la chaîne et John sur le ton de la série. La chaîne trouvait ça trop violente. Au revoir les libertés de Mighty Mouse, bonjour les situations inconfortables, avec une guerre d'ego entre John, qui à chaque réprimande sur la violence de la série, souhaitait encore plus choquer les gens d'ABC. Bruce ayant préféré quitter la série avant même le début de la diffusion de celle-ci. L'atmosphère pesante aura eu raison de ses relations de travail avec John. Et cela aura eu raison des résultats qualitatifs sur la série. Peu de temps pour réaliser un épisode, et donc le résultat sera médiocre et peu qualitatif. La suite fut une longue descente aux enfers pour Bruce, au bord de la dépression nerveuse, ayant quitté une production catastrophique chez Benny and Cecil, obligé de retourner dans la coloration pour les éditeurs First et Malibu Eternity, malgré un excellent départ, parti avec juste de l'envie, de l'entrain et une véritable passion pour le milieu, il en finira totalement désabusé. Il venait même de rencontrer ce qui sera sa future femme, et il réfléchissait à tout arrêter, car la colorisation n'apportait pas assez, et s'il devait fonder une famille, il se devait d'apporter un revenu satisfaisant. De son aveu, il a même développé un ulcère qui a engendré un changement radical dans sa vie personnelle, arrêtant le trop sucré et le trop salé, la cigarette ou encore le café et l'alcool. Un véritable traumatisme qui l'a poussé à reprendre sa vie en main. Il proposera alors ses dessins pour Disney. Mais là encore, face au test d'entrée, il sera récalé. Il se remémore encore de cette anecdote en se disant que s'être fait récaler par Disney est sûrement la meilleure des choses qui lui soit jamais arrivée. Mais sur le coup, c'était encore un coup dur pour quelqu'un qui tentait de se retrouver. C'est ainsi qu'il recevra alors le coup de fil salvateur, celui de Bob Camp, travaillant pour Warner Bros, qui allait lancer une division télé et produire des dessins animés. Il rencontrera alors Art Vitello, qui allait devenir son patron sur les Teen Toons. Mais tout ça, ça sera pour une prochaine vidéo. On peut constater l'horreur du milieu artistique. Il faut réussir à se faire sa place et s'améliorer sans cesse face aux nouveaux challenges qui peuvent arriver. Parti de rien, totalement autodidacte, Bruce n'a jamais vraiment appris à dessiner sérieusement. C'est à force d'expérience, d'acharnement et de travail, mais aussi et surtout une véritable passion pour le milieu, l'encourageant à apprendre auprès des différents patrons qui l'ont entouré, que Bruce va se révéler unique dans son style. On verra alors Bruce développer son univers et émerveiller petits écrans avec ses œuvres. Mais ça sera pour la suite de la Total Bruce Team. Alors à bientôt pour une nouvelle vidéo, partagez en masse celle-ci et likez-la pour qu'elle fasse le plus grand bien auprès des dessinateurs autodidactes qui tentent de réussir.